Alors l'île de Ré, quels sont les gros enjeux comment est-ce qu'il faut faire pour que ça reste ce territoire protégé? L'île de Ré, c'est une île. On est des insulaires. Alors, certains diront qu'on a un pont, mais pour nous, on est des insulaires. Le pont a sauvé l'île de Ré de ne pas tomber uniquement dans la disparition de la population permanente et surtout est resté sur un intérêt de territoire qui a une vie permanente. C'est 18 000 personnes. À partir de là, on peut construire un territoire sur le moyen et le long terme. C'est un vrai territoire avec 10 villages. Et il faut se rappeler qu'avant le pont, il n'y avait plus que 13 000 personnes. C'est là que le pont a joué tout son intérêt, de permettre d'y vivre et d'y travailler. Donc à partir de là, c'est un vrai territoire, avec donc tout ce qu'il faut pour un territoire, des écoles, 10 écoles, un collège, de l'ensemble, des associations, une vie sociale, une vie sportive, une vie culturelle, et des gens qui travaillent, et un pont. Le premier objectif, il est obligatoirement la défense tout simplement du territoire, c'est-à-dire en fait l'érosion, la submersion, le trait de côte. Parce que sur une île, on n'a pas de solution de rattrapage. Si on recule, il y a un moment, alors j'ai essayé d'expliquer, j'ai mis un peu de temps à certains, mais si on recule, on finit à l'eau. Donc le premier, c'est de sauvegarder le territoire. Donc la partie la plus importante, qui est une partie pour toutes les années qui viennent, depuis 2010, depuis Cynthia, c'est la protection du territoire, de la résilience, de l'adaptation, de la défense, aussi bien en submersion qu'en trait de côte, avec des gros financements. Et c'est un pari qui, pour l'instant, est à 3/4 réalisé. Vous avez mené une politique extrêmement volontariste, extrêmement forte, avec le département de Charente-Maritime, pour protéger l'île de Ré, y compris l'ensemble des côtes de la Charente-Maritime. Vous pouvez nous expliquer ça un peu? Alors, Cynthia est un révélateur. Je suis comme tous les insulaires. Ma génération n'a pas connu les Vimaires, donc l'entrée de submersion, et mes parents ne les ont pas connus. Le dernier Vimaire dans l'île de Ré, c'est 1941, donc c'est pratiquement 2 générations qui n'ont pas connu. Ça ne loupe pas, on n'est pas prêt, alors que c'est un territoire qui s'est toujours défendu. Nos anciens ont travaillé là-dessus dès le 14e, 15e siècle, et les travaux étaient encore 19e. Donc l'île de Ré n'est pas prête, la Charente-Maritime n'est pas prête, pas plus que la Vendée, et sur un des territoires qui est la Charente-Maritime, qui est le plus grande côte de France, je rappelle qu'avec les îles, etc., c'est un niveau de côte et de littoral énorme. On est très clairement submergé, c'est le cas de le dire. Cynthia nous met face à nos responsabilités. On a un grand président qui s'appelle Dominique Bussereau, qui était aussi ministre de la France, et qui lance un projet fort de défense du territoire. Il me nomme président de la mission littorale, c'est-à-dire en fait le trait de côte, que je ferai en tant que vice-président et ensuite en tant que premier vice-président. On y met les moyens, on y met une expertise. Grâce à lui, on a une négociation avec les services de l'État parce que c'est très complexe à faire et on arrive à faire un dossier de 300 millions de travaux sur l'urgence des digues existantes, aussi bien en Charente-Maritime qu'à l'île de Ré. Et bien sûr, en tant que président de l'île de Ré, j'engage bien sûr des travaux importants où là, on en est à peu près à 65 millions de travaux réalisés et à 100 millions, c'est-à-dire il reste encore le fier d'Ars. On sera sur un niveau de défense submersion de très bon niveau. C'est pas le niveau 0, la mer peut revenir plus haute encore. Mais c'est un niveau qui nous laisse normalement un horizon 2100 sans événement climatique majeur. Ça reste le premier projet parce qu'il n'y a pas de vision d'avenir, au moins jusqu'à 2100, voire après, sans prendre en compte le réchauffement climatique, sans prendre en compte les événements climatiques, et tout le reste ne peut se faire que dans un périmètre protégé. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous le dites assez souvent, les 3/4 des Français vivent en zone à risque, en fait. L'heure de Cynthia, il y avait presque une culpabilisation de vivre au bord de la mer. Ouais. Vous ne devez pas vivre là, de toute façon, il n'y a que des riches, on oublie qu'il y a une population extrêmement importante et qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, quand la mer arrive, c'est le même niveau. Et l'île de Ré, c'est 18 000 personnes en particulier. Et la Charente-Maritime, sur tout son littoral, c'est énorme. Après, on a eu une culpabilisation, vous devez partir, vous êtes trop à risque. Et puis on s'est aperçu que les événements se passant, le risque est partout. Oui. Il est tout aussi important dans les rivières et les inondations. On le voit aujourd'hui, les inondations du Nord, etc. Si on y rajoute tous ceux qui vivent dans le sismique, ceux qui vivent à 30 km de l'usine nucléaire et ainsi de suite. La montagne, on s'aperçoit que c'est un risque. Il faut vivre avec, il ne faut surtout pas aller construire là où il ne faut pas, mais le risque existe et qu'il faut tout simplement s'adapter. L'île de Ré a une chance, entre parenthèses, c'est que c'est une île submersion, c'est-à-dire qu'on est est-ouest et que l'érosion, finalement, est moins importante que la submersion. C'est-à-dire qu'en faisant 100 millions de travaux, on défend 3/4 de l'île stratégiquement. Alors que d'autres îles, au début, se disaient « moi j'ai moins de submersion, ça se passe bien », sauf que l'érosion est tout aussi prenante et beaucoup plus complexe finalement. Et on voit qu'aujourd'hui, qui est le deuxième gros dossier sur lequel nous avons aussi pris de l'avance, parce qu'on vient de lancer un projet défense du trait de côte, y compris l'érosion, on voit que c'est plus complexe et on est content d'avoir eu cette expérience sur la submersion parce que d'autres territoires n'ont plus la réponse, ni financière, ni technique,
ni juridique. Et là, ça devient une véritable problématique d'avenir. Pour que les gens comprennent bien, donc les digues, c'est la submersion, Oui. l'érosion sont nos plages, nos dunes qui, au fur et à mesure des années, sont mangées par les tempêtes hivernales. Le principe fixé, qui est à mon avis tout à fait légitime, c'est qu'on ne crée pas de digue. Bon, parce que créer une digue voudrait dire que l'on va créer un intérêt qui n'existait pas avant. Nos anciens ont créé les digues là où elles devaient être. Si on crée une nouvelle digue, ça veut dire a priori qu'on veut y installer quelque chose, c'est pas très louable, ou qu'on veut défendre un intérêt qui ne serait pas l'intérêt prioritaire. Donc le projet submersion, c'est défendre des digues existantes. C'est les fameux PAPI 1 et 2, c'est les 100 millions d'îles de Ré, 65 millions de Fées, où on va défendre là où sont les habitants, en fait, les principes fondamentaux. Après arrive la route départementale, l'interenvironnemental, le marais du Saunier, la dune, la plage. Et là, bien évidemment, l'État a dit, ça, c'est non, parce que financièrement, on ne tiendra pas le coup, vous devez vous adapter. Et il y a eu ce flou juridique, voire financier, pendant 10 ans, de 2012 jusqu'à 2022-2023, où là, l'État a dit, non, il ne faut pas aller là-dessus, vous reculez. Sauf que maintenant, on s'aperçoit à tous les niveaux que, à force de reculer, une fois que la dune est tombée, on tombe sur les maisons, on tombe sur la route départementale. La route départementale va couper la liaison sécurité. Donc, on rentre dans une solution où là, l'État a dit, vous êtes chez moi, je vous autorise à travailler, mais attention aux conditions, je ne veux pas d'enrochement, je ne veux pas du dur, je veux quelque chose de souple. Donc, la solution qu'adopte l'île de Ré, c'est de dire, très bien, on est en protection environnementale, en fait, puisqu'on protège la dune, la falaise, le bois, etc. Donc, nous interviendrons par l'écotaxe. C'est la grande chance de l'île de Ré, là où beaucoup de territoires ne savent plus où trouver des moyens financiers. Et on va essayer de trouver une solution avec vous, l'État, sous votre contrôle, parce que de toute façon, on est chez eux, on est dans le domaine public maritime, pour intervenir, reprofiler, retravailler, faire des pièges à sable, travailler sur la dune avec nos partenaires que sont l'ONF, le Conservatoire, et mettre de l'écotaxe, et avoir une véritable défense du trait de côte. Et à certains endroits, quand on considérera qu'on va toucher des maisons, là, on sera peut-être sur des défenses un peu plus dures, avec votre autorisation. Et ça se met bien en place, on est à l'avant-garde sur ce projet-là. Expliquez-nous un peu l'écotaxe, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, on a une chance absolue, mais de l'autre côté, on l'a défendu aussi. La chance absolue, c'est que un grand président du département qui s'appelait Côte-Belot a décidé à un moment que dans le péage du pont avait été fait pour payer le pont. Mais le pont a été vite payé. Oui. Et Claude Belot a dit, vu le territoire de l'île de Ré et vu l'intérêt environnemental, il faut garder un péage pour se préserver des voitures et donner à l'île de Ré les moyens de préserver sa nature parce que l'île de Ré s'est engagée dans cette préservation. On a classé, avec l'aide de l'État et des associations et les choix politiques, mon prédécesseur à la petite commune, mes prédécesseurs dans les maires et aujourd'hui, un classement qui rend inconstructible 80% du territoire, gestion environnementale. C'est la qualité de l'île de Ré et on la connaît aujourd'hui. Donc, puisque vous avez fait ça et puisqu'on veut vous préserver, mettons-nous d'accord sur une écotaxe. C'était 3 € au début sur le péage du pont, fait par Claude Belot. Et quand est arrivé la fin du péage du pont, le déplafonnement a été fait par Dominique Bussereau, autre président du département. Et maintenant, le pont, c'est que de l'écotaxe. Cette écotaxe, c'est une source importante financière, mais qui garantit aussi, je dirais, la gestion environnementale, qui garantit aussi nos transports mobilité en électrique, qui garantit aussi nos préemptions sur tous les terrains, et qui nous donne une qualité environnementale. J'ai pas une semaine sans qu'un territoire m'appelle en me disant on aimerait bien faire comme l'écotaxe d'Île de Ré sur la pointe de ceci, sur l'accès à ceci, et qu'aujourd'hui, par exemple, dans certains endroits, je prends les calanques de Marseille, on commence à faire un numerus clausus avec des visites partagées, mais ils m'ont pas appelé, mais d'autres commencent à appeler en disant je veux bien que les gens y accèdent, mais je dois mettre une gestion. Si je mets une gestion, il faut que, en gros, que j'ai une éco-participation, donc une éco-taxe, pour que je puisse mettre des gardes, pour que je puisse faire un planning et que je puisse préserver. Et je pense qu'on va y arriver. Un autre grand enjeu, semble-t-il, pour le territoire insulaire de l'île de Ré, c'est le logement. Oui. Aujourd'hui, il y a une grosse difficulté pour les gens à se loger à l'année. C'est même le premier projet. Enfin, les digues et l'érosion, c'est obligatoire. Le logement, c'est un choix politique. D'abord, il n'y a pas assez de territoire pour faire du logement. Deuxièmement, l'envolée des prix est réelle, puisque une maison est une maison, et qu'il faut absolument créer du logement. Quand j'arrive en 2008, je sais très bien que sans logement permanent, on va se retrouver dans une dimension sociale extrêmement dure, parce que, évidemment, tout le monde ne peut pas se payer des loyers à 800 ou 900 €, voire quand on ne trouve pas de loyer ou pas de maison, et que chaque succession ou chaque divorce est obligatoirement une perte de population. C'est pour ça qu'en 2008,
c'est ma première proposition, c'est que le logement ne soit pas que communal. La première partie, c'était les communes. 2008, à côté de communes, est venu en renfort. Et aujourd'hui, nous avons rajouté une troisième partie, qui est qu'on ne peut pas faire que des gros projets parce que c'est très lourd. C'est d'essayer d'intervenir sur l'aide directement à l'habitant, directement au propriétaire pour qu'il puisse rénover, qu'on invite à rénover, qu'on subventionne un petit peu. Ça demande beaucoup d'investissement. Alors, investissement financier, on va pas tarder à dépasser les 25 millions d'euros mis sur la table pour acheter du terrain et des bailleurs sociaux. Ça demande beaucoup d'investissement politique. Parce que j'ai pas tous les maires qui sont sur le même longueur d'onde. Tout le monde dit oui, mais il y a ceux qui font pas. C'est comme ça, c'est la vie d'une petite commune. Mais au-delà de la création de tous ces parcs de logements sociaux qui sont effectivement en train de pousser un peu partout sur les communes, et il y a encore des projets à venir, il y a ce qu'on n'avait pas vu venir peut-être, c'est le développement du meublé de tourisme. Nous, on a dit, voilà, on comprend tout à fait que c'est un complément d'activité. D'ailleurs, ça permet aussi à certains permanents de construire. Donc, faut pas casser voilà, c'est un complément d'activité, mais que ça reste un complément d'activité. Donc, notre cible, c'est ceux qui en ont fait un métier. C'est-à-dire de dire, j'achète, tant qu'à mettre de l'argent, et croyez-moi, dans l'île de Ré, vu que les digues vont être faites, vu que le territoire est protégé, vu qu'on y vit bien, vu que les maisons n'ont fait qu'augmenter, j'ai des moyens financiers, j'investis. J'investis dans un appartement ou dans une maison, simplement pour faire du locatif saisonnier, pour rentabiliser mes emprunts. Et ça, c'est notre cible. C'est de dire non. Si vous investissez, on le comprend, mais vous vivez là, donc vous pouvez louer. À la rigueur, vous pouvez faire pour une ou deux maisons, mais vous arrêtez d'en acheter 5-6, et c'est le cas. Et de faire, je dirais, tout simplement de la valorisation patrimoniale à travers le meublé touristique qui nous crée d'autres problèmes. Avec aussi derrière, au côté de garder le logement permanent pour pas que tout fuit vers le meublé touristique, le côté surtourisme. Parce que le tourisme, c'est très bien, la résidence secondaire, c'est parfait, les amis qui viennent, c'est parfait, mais si ça monte trop haut, on se retrouve dans le surtourisme, et une maison louée à 6 personnes, c'est 3 voitures, et 3 voitures, etc. Et on ne sait plus le même territoire, qui est un territoire environnemental. Alors, il y a un quota. Il y a un quota qui correspond au quota existant. C'est-à-dire qu'on n'a pas été... en 2026-27, on pourra remettre le curseur dans un sens ou dans l'autre. Je voulais absolument que les quotas passent, pour qu'il y ait une limite, qu'on la connaisse, qui permet de recenser aussi. Parce qu'il y a aussi ce qui est déclaré et ce qui ne l'est pas. C'est toujours un grand moment. Qui permettra de voir l'intérêt de la politique mise en place, en tirer les conséquences dans 2-3 ans et corriger les quotas à la baisse ou à la hausse. Et ensuite, la limitation à pas plus de 2 maisons à louer par personne, en plus de sa maison à soi. Oui. Ce qui est plutôt raisonnable. Ça doit être difficile de renverser le levier, on ne va pas en voir les résultats tout de suite. Ce qui est difficile, c'est l'application parce que ça reste des pouvoirs communaux. C'est-à-dire que c'est un projet intercommunal voté par la communauté de communes à l'unanimité, mais il faut que les maires fassent pouvoir de police et jouent le jeu. Je suis rassuré sur certaines communes et on commence à sentir déjà quelques maisons qui finalement des personnes disent « Bon, écoutez, j'en loue une, j'en loue deux. C'est bon, je ne vais pas me battre pour la troisième, c'est bon, je la mets en logement permanent. » Bon, ça me fait un équilibre financier. En plus, sur le logement saisonnier, je n'ai pas que des avantages. Le retour, c'est toujours la même chose, c'est d'abord les investissements sur la rénovation énergétique. Alors, il y a un gros problème, c'est que franchement, on n'est pas trop aidé par la loi nationale. Non seulement elle favorise plutôt le meublé de tourisme fiscalement, mais en plus, elle n'impose pas qu'en matière énergétique, vous louez une maison, vous ne pouvez pas louer du F ou du G à une personne qui va y l'hiver, mais sur le printemps-été, vous pouvez louer une poubelle, ça passe. Mais oui, bien sûr. Donc la personne se dit, j'ai pas de travaux à faire. Donc nous, on viendra aider les travaux de rénovation énergétique à partir du moment où les personnes passent en logement. On essaie de compenser là où très clairement l'État devrait faire son boulot, mais c'est comme ça. Et puis il y a tout le côté social, le logement de secours et le logement d'urgence. Pas oublier que nous sommes des vrais villages avec nos problèmes de vie. Il y a des gens qui sont très bien, mais même des gens qui sont très bien ont aussi leurs problèmes. Et ça nous manque encore cette activité d'avoir quelques logements vides pour pouvoir répondre dessus. Bon, alors, territoire protégé, territoire avec une écotaxe, on va avec un patrimoine extraordinaire. L'île de Ré, l'avenir est plutôt bien. Enfin, on est bien. Oui, on est bien. C'est ce que j'ai dit, parce que j'ai fait une réunion il n'y a pas longtemps. J'ai dit, l'île de Ré au début était une destination. Ensuite, elle est devenue, entre guillemets, une marque, c'est-à-dire Île de Ré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez lancer un produit, vous mettez Ré dessus, ça va mieux. Et je pense, ce que je dis, que ça devenait une valeur. Et la valeur est refuge. C'est une bulle. C'est une bulle. Exactement. Voilà. On a tous les problèmes de vie, mais quand les gens passent le pont, ils se sentent en sécurité au sens large du terme. Raison pour laquelle je dis toujours, réussir une commune, c'est du boulot.
Mais réussir une ambiance, ça c'est l'objectif de la mer. On commémore les 400 ans des guerres de religion, donc siège de La Rochelle, mais le siège de La Rochelle qui était aussi un siège de l'île de Ré, en fait. Bien sûr. Hein? Les guerres catholiques protestantes font une partie de l'histoire extrêmement intéressante, que je connais bien, mais d'autres le connaissent beaucoup mieux que moi. Et c'était très intéressant, vu, je dirais, l'intérêt pour nos territoires, La Rochelle, mais surtout l'île de Ré, puisque l'île de Ré a été très concernée, entre les sièges, entre les batailles, la bataille du Fenot, qui je rappelle était à Loie, entre Loie et la Couarde, de remémorer et de voir si on ne pouvait pas travailler un peu ça de façon plus intéressante. Alors il y a l'intérêt historique, bien sûr, l'intérêt patrimonial, puis l'intérêt aussi de deux communautés qui ont toujours vécu ensemble. L'île de Ré, qui était considérée comme catholique et La Rochelle était protestante, ne jamais oublier que les protestants étaient aussi à l'île de Ré, et que ça a toujours vécu ensemble. Et que ce soit une affaire de religion, mais aussi une affaire finalement aussi économique, les négociants étaient d'un côté et de l'autre. Et c'est une histoire forte dans l'île de Ré. On est pays d'art et d'histoire, on est d'ailleurs la seule île de France à être pays d'art et d'histoire. On avait passé là-dessus, on a renouvelé le label. Et l'occasion s'est faite au musée des armées avec une prise de contact en 2022 qui a organisé une très très belle exposition justement sur les guerres de religion, de voir si on ne pouvait pas travailler ensemble. La volonté des Invalides, du musée de l'armée, a été de dire ce serait bien qu'on délocalise nos expositions et qu'on vienne en province. Quel site peut-on choisir? Alors, normalement, ils auraient dû choisir La Rochelle, on a tout fait pour qu'ils prennent l'île de Ré, mais en fait, c'est les deux. Non, mais ils voulaient vraiment l'île de Ré parce qu'ils trouvaient que là, il y avait un intérêt majeur. Et surtout, on a une communauté ici protestante que ça intéresse, une communauté catholique, et on a des scientifiques, des gens qui parlent cette histoire, on a Jacques Boucard et d'autres, et qui nous ont dit, nous, si vous faites quelque chose. Donc on a passé une convention, un accord, et depuis maintenant 2023 jusqu'à 2027, pendant 4 ans, c'est-à-dire jusqu'aux commémorations considérées comme étant la commémoration de 1627, on va donc travailler énormément là-dessus. On a quand même fait un premier colloque extrêmement intéressant. Et tout un développement que l'on fait bien sûr du niveau scolaire, du niveau éducatif, du niveau patrimonial, qui va monter en puissance pendant 3-4 ans sur ces événements et qui relance aussi tout l'intérêt de vivre ensemble parce que ça j'y tiens beaucoup. On sait la qualité de la communauté protestante dans l'île de Ré, mais on sait aussi la bonne entente qui se fait. Tout ça est discret, mais c'est important. Ce sont des réseaux qui existent au-delà des croyances et au-delà de la religion. Chacun a son rôle et c'est important. Ça fait partie pour moi de l'équilibre de ce territoire. Et c'est bien que l'on parle, que l'on discute et que l'on voit tout l'intérêt, je dirais, d'avoir à la fois cette existence, cette foi, mais aussi tout simplement de développer un petit peu sa façon de vivre et sa façon de voir la vie. Et l'île de Ré va accueillir une grande exposition du musée des... Donc les Invalides va nous prêter une grande partie de son exposition, ça va être assez extraordinaire. On va organiser, nous, beaucoup d'actions autour. Les colloques continuent, les ouvrages sont déjà en préparation, puisque bien sûr, à la suite des colloques, on a réuni quand même tous les grands spécialistes sur ce domaine, en particulier guerre de religion, les origines de la guerre de religion, le côté militaire, le côté économique, etc. Donc tout ça va se faire dans notre parution et ça va monter en puissance. Jusqu'à la venue, bien sûr, des responsables parisiens pour partager avec nous. Et on va développer tout ça au fur et à mesure.